Assia Jérôme, bonjour et bienvenue sur cette édition du Salon du Luxe un peu particulière, cette 6e édition en 100% digital. Alors avant de débuter cette interview, Jérôme, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous avez vécu, vous chez L'Oréal, l'arrivée subite du Covid et son développement? Bonjour Laura, déjà merci pour votre invitation. Je peux vous donner un élément personnel qui est les choses se sont passées au sein du groupe comme elles sont passées individuellement en fait. C'est-à-dire que forcément ça a été un choc, forcément tout n'était pas préparé, mais à la fin ça s'est plutôt correctement passé en se focalisant sur les éléments les plus importants et en les prenant les uns après les autres en fait. La chance qu'on a quand on est un groupe global, c'est qu'on avait déjà de l'expérience liée au fait que ce qui est arrivé en Europe, avant d'arriver sur le continent américain, était déjà arrivé en Asie en fait. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, comme pour vous, il y a eu un temps pour la stupéfaction, un temps de mise en pause. Ensuite, il y a eu un temps de redémarrage, mais un redémarrage compliqué, parce que si on fait facilement on-off, c'est beaucoup plus difficile de refaire off-on, en fait. Et puis ensuite, il y a un temps d'accélération. Et ces temps-là, ils sont en plus pas synchronisés, parce que quand une zone est en train d'accélérer, une autre est en train de redémarrer, quand une autre est encore en phase d'arrêt et de stupéfaction totale. L'objectif, c'est de faire en sorte que les zones qui sont les plus touchées bénéficient au plus de ce qu'on a pu bien faire, et puis aussi des erreurs. L'Oréal est une boîte d'entrepreneurs. Et un entrepreneur, ça fait aussi des erreurs. Et comme tout le monde, on en fait, mais on apprend de ses erreurs. Et surtout, on fait en sorte de ne pas les répliquer. Donc c'est principalement ça. Et c'est comme quand vous êtes retrouvé confiné chez vous. Il y a forcément un temps où vous avez un temps d'adaptation, un temps où vous démarrez et vous recommencez à trouver une activité de plus en plus importante, jusqu'à accélérer. Et finalement, vous vous retrouvez avec même des personnes qui commencent à considérer qu'il y a un nouveau monde pour eux, même dans l'espace de travail. Ça peut créer des opportunités. C'est ça. Alors, vous venez de dire le mot accélérer. Là, cette interview s'intègre dans le cadre d'un module qu'on appelle l'hyper-accélération digitale. C'est un des constats qu'on a fait justement suite à cette crise Covid dans laquelle on est encore à l'heure actuelle. Quels sont les impacts que vous avez pu observer justement sur la supply chain due à cette hyper-accélération? Forcément, moi je suis en charge de la supply chain e-commerce et retail, donc sur laquelle on a eu deux histoires très différentes. Et c'est vrai que le grand apprentissage de ce Covid, c'est là où on envisageait une accélération forte de l'e-commerce. Le Covid a multiplié cette accélération vers le e-commerce par des facteurs qu'on n'avait même pas envisagés. Et aujourd'hui, le canal e-commerce est en train de prendre une proportion bien supérieure à tout ce qu'on avait imaginé, ou au moins est en train de le faire dans un timing qu'on n'avait pas du tout envisagé. On a toujours considéré que l'e-commerce était un canal super important, mais la façon dont ça s'est accéléré pendant cette phase était juste au-delà de toute notre imagination en fait. Vous pouvez nous donner quelques exemples ? En fait, ce que je peux faire, c'est mettre les exemples en parallèle. Je vous parlais de pause et d'accélération, et c'est vraiment ça. Le problème, c'est que quand vous faites ça dans une voiture, quand vous appuyez en même temps sur le frein, en même temps sur l'accélérateur, il ne se passe pas quelque chose de très bien en fait. Là, on a quand même réussi à faire en sorte de faire atterrir les choses. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand le monde se met en pause et quand on confine, on a fermé quasiment l'intégralité de nos boutiques. Et pour une très très bonne raison, on ne pouvait pas mettre en péril la santé des gens qui y vont et la santé des gens qui y travaillent. Donc il fallait absolument qu'on ait toute la capacité à les mettre en sécurité. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout d'un coup, toutes nos boutiques, et on en a quand même un grand nombre sur l'ensemble de nos marques du groupe, toutes ces boutiques fermées, plus un certain nombre de points de vente fermés. Enfin, mine de rien, c'est un certain nombre de distributeurs aussi qui se sont retrouvés fermés, Sephora, Marionneau, pour ne citer que des Français, mais vous en avez partout dans le monde. Et ben, ça a fait que les clients, qui avaient toujours une appétence pour acheter un certain nombre de produits,
se sont shiftés sur du online. Mais le shift online veut dire que tout d'un coup, on a eu des pics de commandes massifs qu'il a fallu absorber dans des conditions de supply chain et dans des conditions d'opération forcément réduites. Parce que forcément, dans un entrepôt de supply chain, notre point principal, c'est aussi la santé de nos collaborateurs qui préparent des commandes. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pas forcément avoir le même nombre de personnes sur le floor. Ça veut dire pas avoir donc la même capacité de préparation, de picking. C'est derrière travailler en partenariat avec nos transporteurs pour faire en sorte qu'eux puissent aussi assumer un service qui assure le plus possible la sécurité et la santé de leurs chauffeurs, avec à la fin une livraison en main propre, mais avec un système de livraison très différent pour permettre aussi de livrer un colis dans des conditions de santé et de sécurité les plus élevées possibles. Donc ça veut dire que vous avez un pic de demande massif, mais on parle de facteurs de multiplication par 2, 3, 5 sur certaines journées, avec une moindre capacité de préparation, et puis en même temps, une chaîne de livraison end-to-end qui est complètement modifiée. Assia, je me tourne vers vous à présent. Est-ce que vous pensez que les transporteurs, de manière générale, étaient prêts à ce boom-là dont Jérôme vient de parler, ou est-ce que ça a été un véritable tsunami ? Bonjour Laura, bonjour Jérôme, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est une grande question à laquelle je vais vous répondre. Avant, je vais peut-être effectivement donner quelques éléments de contexte également. Avec plaisir. Donc Jérôme l'a précisé, c'est vrai qu'on a vécu et qu'on vit toujours d'ailleurs une situation assez inédite, complètement inédite et exceptionnelle de par son ampleur internationale et puis la durée incertaine. Donc on a vraiment vécu un vrai coup d'arrêt de l'activité de l'économie internationale et des activités de toutes les entreprises, et notamment les activités du retail et du luxe. Donc ça a eu un impact très majeur sur le secteur du transport, et on vit en fait une baisse historique, on va dire, de notre activité ou du transport de fret international aujourd'hui. La première priorité des transporteurs, ça a été effectivement d'assurer la protection de leur personnel et d'assurer la protection des clients. Donc c'est ce que vous avez précisé, Jérôme. Et c'est ce qui nous a permis, nous transporteurs, d'assurer la continuité du service. Je dirais que le transporteur aussi, dans les éléments de contexte, joue un rôle déterminant. Vous l'avez précisé sur le dernier kilomètre, là où on assure la prestation de livraison. Un rôle déterminant aussi bien dans l'accompagnement finalement qu'on a eu auprès du secteur pharma, au cœur de la crise, où il a fallu approvisionner du matériel médical, des masques, etc. Et puis aussi dans l'accompagnement des besoins des entreprises qui ont été en capacité de continuer de poursuivre leur activité en ligne, en particulier. Donc à ce titre, j'ai le sentiment que le transporteur a eu vraiment un rôle déterminant là-dessus. Sur la notion d'e-commerce et d'hyperaccélération, je dirais que l'hyperaccélération est un phénomène nouveau, entre guillemets. L'accélération du e-commerce est un phénomène connu, qu'on avait observé déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et à ce titre, et c'est aussi ce qui nous a permis finalement la continuité du service, c'est qu'on avait des méthodes de livraison et des technologies associées qu'on avait mises en place avec la montée en puissance du e-commerce et qui nous ont permis de réagir et de faire face à la situation de manière plutôt efficace. En considérant cela, le challenge reste néanmoins évidemment la continuité du service dans un contexte, encore une fois, qui est inédit et qui se traduit par des mesures de distanciation, des gestes barrières, et donc pour nos opérations et donc pour le coursier, des méthodes de travail qui sont complètement différentes de ce que l'on vit habituellement. Donc on est reparti sur du papier stylo finalement, c'est-à-dire que finalement vous allez avoir le destinataire qui va signer parce qu'on a besoin toujours de s'assurer qu'on est sur de l'émargement et une livraison en main propre. Donc il signe et un coursier qui va prendre la photo de la feuille et de l'émargement. Sur la partie qui aussi est un défi, on va plus parler de la pénurie de moyens. Vous avez sûrement eu écho du fait des pénuries qu'on a eues, notamment en termes de capacité aérienne. Le fait qu'on puisse entendre des chiffres complètement exorbitants, de se dire qu'un charter entre la Chine et l'Allemagne, pour prendre un exemple, sur un simple aller, c'est-à-dire un transport Chine-Allemagne, on est sur 1,3 million en termes d'achat de l'affrètement d'un charter. Donc,
On est vraiment dans une situation très particulière. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'on était prêt à ce boom ou est-ce que c'était un tsunami ? Je dirais qu'on n'était pas préparé, certainement pas à une situation, en tout cas à ce boom dans ces circonstances-là. En revanche, je dirais qu'on a été en capacité d'assurer la continuité du service dans les meilleures conditions possibles et de participer dans une certaine mesure au maintien du mieux que ça puisse l'être de l'économie aussi bien locale qu'internationale. Alors merci Assia. La complémentarité du coup entre online et offline aujourd'hui, je pense qu'elle est plus à démontrer. On parle beaucoup d'expérience, notamment quand on est dans le luxe. On parle beaucoup d'omnicanal, ça semble être la clé justement quand on parle d'hyper-accélération digitale. Pour vous, l'expérience omnicanal idéale, elle ressemble à quoi ? C'est une question complexe parce qu'en fait, elle est, et c'est encore plus vrai dans le luxe, si c'est une réalité, elle n'était pas forcément construite jusqu'à maintenant, et elle est très individuelle en fait. Et le Covid a encore augmenté cette individualisation en ajoutant une couche santé qui n'existait pas jusqu'à maintenant dans l'expérience. Je me rappelle de mon prof de marketing du luxe à l'époque, dans mon école de commerce, Vincent Bastien, qui me disait il n'y aura jamais d'e-commerce pour le luxe. Aujourd'hui, je peux lui dire que ça y est, le luxe est complètement dans le e-commerce. Et nous, on voit deux éléments d'expérience qui ont complètement changé la donne. Le premier, c'est que l'omnicanalité nécessite la connexion totale entre vos actifs physiques et vos actifs digitaux. Il y a plus, le digital ne peut pas se passer du physique et le physique ne peut plus se passer du digital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire par exemple que nos beauty advisors sont devenus digital. On a fait du live streaming, donc on a fait, les beauty advisors avaient la possibilité de faire du coaching ou du conseil à des clients individuels en direct, avec la capacité de commander directement dans le fil du live streaming les produits qui leur étaient recommandés dans un conseil individuel. Ça, on pense que c'est un phénomène qui va s'accélérer aussi parce que un certain nombre de clients, pour des raisons de santé ou pour des raisons d'expérience, ne vont plus vouloir revenir en magasin. D'autres clients viennent en magasin, mais le magasin est complètement transformé par cette notion de parcours. Et on a toujours parlé dans le digital de consumer journey, donc de parcours client. Le parcours client en magasin, il est complètement modifié par cette notion de santé. Aujourd'hui, vous faites la queue à l'extérieur du magasin et vous avez plus forcément, et certains clients ont plus forcément envie d'avoir un contact avec le client, avec le vendeur. Et cette notion de relation sans contact est aussi quelque chose qui change complètement le comportement. Heureusement, pour nous, par exemple, on avait mis en place le paiement sans contact dans nos boutiques. Ça paraît tout bête, mais en fait, en réalité, ça a un impact sur nos systèmes, sur nos processus, sur nos façons de travailler, sur nos partenaires qu'on avait plus ou moins anticipés et qui s'est avéré très payant aujourd'hui. Le dernier élément sur l'omnicanalité est aussi le fait qu'on ne peut pas bien le faire si les choses ne sont pas organisées, si les choses ne sont pas structurées et si les systèmes ne sont pas en place pour permettre cette connexion. Je vais vous donner un exemple. À Hong Kong, les clients ne pouvaient plus aller dans les magasins pendant la période Covid. Sauf que compte tenu des événements qui avaient eu lieu à Hong Kong auparavant et des événements qui faisaient que les magasins fermaient régulièrement, c'est quelque chose auquel on était déjà préparé. Et les clients nous avaient demandé des nouvelles façons d'acheter. Alors c'est de la commande par téléphone, de la commande sur des plateformes WeChat. Tout ça avait pu être anticipé, mis en place, mais nécessite un certain nombre de briques qui permettent la connexion du digital et du physique. Et la brique principale, c'est ce qu'on appelle un distributor order management system, donc vraiment une brique d'OMS qui permet en fait l'interconnexion entre tous les canaux d'achat et toutes les possibilités de vente, qui nous a permis par exemple en Chine ou aux US de créer ce qu'on appelle des dark stores, donc en fait des magasins fermés à l'intérieur desquels on continue à proposer de la préparation de commandes qui deviennent des commandes e-com. D'accord. Et de cette façon... Donc ça, on appelle ça les dark stores. Les dark stores. Okay. Les dark stores. Alors, un vrai dark store, en fait, c'est un magasin de centre-ville
qui n'accueille pas de clients. En fait, c'est une espèce de mini-entrepôt de centre-ville. Et c'est vrai que c'est de plus en plus important pour nous de se dire tous ces actifs physiques, ils permettent d'améliorer, du fait de cette omnicanalité, l'expérience au consommateur en lui proposant ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut, mais tout en continuant à nous permettre notre triple équation, cette fameuse triple bottom line, qui est en faisant en sorte que nos personnes, que l'impact sur nos personnes, que l'impact sur nos profits, que l'impact sur la planète soit le plus faible possible. C'est-à-dire qu'il faut que, quelle que soit l'expérience, on puisse le servir sans que ce soit au détriment de qui que ce soit la planète, l'entreprise ou les personnes. Alors, on vient de parler, Assia, d'expérience sans contact avec Jérôme. On a eu justement ces nouvelles règles qui ont été imposées de distanciation sociale. Les transporteurs sont un maillon clé justement de l'expérience en question. Et quand on parle de commerce, ce qu'on aime aussi, c'est la proximité avec les personnes avec lesquelles on interagit. Comment vous avez réussi à répondre à cette problématique-là de conserver cette proximité pour éviter trop d'éloignement malgré les conditions sanitaires? Oui, alors c'est un point important en effet, et en l'occurrence, ce que j'ai pu observer, ou en tout cas en tant que transporteur, j'ai le sentiment qu'on n'a finalement jamais été aussi proche de nos clients. Et d'ailleurs, c'est un sentiment plus général. De manière générale, j'ai le sentiment que les mesures de distanciation ont créé ce besoin de proximité. Donc oui, en tant que transporteur, il faut savoir qu'on n'a jamais cessé d'opérer, pour la plupart d'entre nous, jamais cessé d'opérer. Et d'ailleurs, vous avez probablement souvenir du fait que nos coursiers, les coursiers en général, avaient été reconnus ou avaient reçu de la reconnaissance de la population, de manière différente que le personnel médical, évidemment, mais ils avaient vraiment reçu cette reconnaissance-là, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui y ont participé. Donc en ce sens, je dirais encore une fois qu'on n'a pas perdu de lien et on ne se sent pas éloigné du client. Ensuite, je dirais que oui, vous parlez de relations commerciales, il y a deux types de relations en fait. Il y a la relation opérationnelle du coursier, mais aussi du service client. Et puis il y a la relation commerciale en tant que telle. Donc sur la relation du coursier, parce que le coursier c'est quand même l'ambassadeur, déjà c'est l'ambassadeur de la marque qui met à disposition le produit au client final. C'est aussi notre ambassadeur en tant que transporteur, puisqu'il représente le transporteur et il est en direct, en première ligne auprès du client. Donc on a mis en place, comme je le précisais précédemment, des mesures de distanciation qui permettent toujours d'assurer le service et dans les meilleures conditions et rassurantes pour le client final. Sur la partie service client, on a fait comme beaucoup, j'imagine comme chez vous, on a basculé en télétravail notre service client, donc on a maintenu le lien avec nos clients de fait. Et sur la relation commerciale, il s'est agi essentiellement d'être sur une communication proactive, parce que évidemment que le client il a besoin, on continue à opérer le service, et pour les entreprises qui ont continué à offrir leurs services aussi, étant en capacité de vendre en ligne, notamment, elles ont besoin d'être assurées, de savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les allongements de délai de livraison, etc. Donc toutes ces informations utiles. Donc une communication proactive et un échange personnalisé. Chaque client a une situation personnelle différente. Et d'ailleurs, on est finalement, et c'est ce pourquoi je parle de liens toujours maintenus et voire même accentués, c'est qu'on est un peu entré dans l'intimité de la marque dans certains cas. Parce que dans ce contexte, il a fallu dévoiler des situations, des organisations, des méthodes et aussi parler post-Covid. Et quels sont les plans de continuité, les plans de reprise. Donc de part et d'autre, il y a eu vraiment, encore une fois, de la proximité et pas de l'éloignement, et du partage d'expérience, parce qu'en tant que transporteur, effectivement, et sans dévoiler toujours dans un respect de confidentialité des informations, mais quand même de partager quelques best practices pour accompagner les marques. Donc je dirais pour conclure que cette situation, dans une certaine mesure, et celle dans laquelle on est toujours, ça n'a fait que renforcer la relation de confiance que l'on a avec nos clients, et les clients du luxe en particulier qui ont besoin de cette confiance, comme on le sait. Bon, ça fait du bien comme message. Oui, mais, tout à fait. Jérôme, du coup, si on pense au présent et à la suite, quelles sont selon vous les contraintes les plus complexes auxquelles les retailers font face actuellement ? Alors, forcément, les contraintes sont aussi source d'opportunités. Oui.
La première contrainte qu'on a vue, c'est la difficulté de prévision de l'activité. Et sur la supply chain, c'est toujours très très dur, parce que vous travaillez forcément avec des capacités physiques et réelles qui doivent s'adapter ou s'ajuster à une contrainte de volumétrie. Ouais. Quand vous préparez un single day en Chine, finalement, vous savez que le single day, c'est le 11 novembre. Donc vous avez tout le temps en amont pour être capable de préparer un pic d'activité sur le 11 novembre. Quand vous arrivez dans des systèmes de crise type Covid, où tout d'un coup votre volumétrie, elle augmente du jour au lendemain par des facteurs de 2, 3 ou 4, vous n'avez pas la possibilité d'anticiper, donc vous êtes que dans la réaction. Et la réaction, surtout quand on est dans le domaine du luxe, c'est une contrainte forte sur la supply chain, parce que qui dit réaction dit forcément, potentiellement, dégradation de l'expérience que vous souhaitez offrir au client. Assia l'a très bien indiqué, ça nécessite d'être très transparent. Et la transparence, ça passe juste par l'information, déjà. Informer les clients sur le fait que pendant la période de Covid, peut-être que certains services ne seront pas disponibles, peut-être effectivement que les délais de préparation et d'envoi seront rallongés. Et les consommateurs ont été exceptionnels, et les clients ont été exceptionnels, dans le fait qu'ils l'ont très bien compris, et ils nous en ont jamais voulu de ne pas forcément continuer à assurer l'excellence du service qu'ils auraient pu attendre, même si le service a été excellent. Et c'est grâce à l'ensemble de cet écosystème de... Alors on parlait de clients fournisseurs, mais en fait on est devenus vraiment des partenaires et quasiment des amis, dans le fait où on était tous ensemble face à ces nouvelles contraintes qui étaient des montagnes à gravir ensemble dans une ligne de cordée. Donc je dirais, la première contrainte, c'est la difficulté de prédire. La deuxième contrainte, c'est pas pouvoir s'appuyer sur les piliers physiques dont on pouvait bénéficier. Quand vous avez une boutique Kills rue de Tiquetonne, ou quand vous avez une boutique Lancôme sur les Champs-Élysées ouverte, ça crée du passage, mais ça libère aussi de la capacité sur des flux différents, dont des flux e-com. Mais cette contrainte aussi, c'est l'opportunité de se dire, cette boutique, elle doit rester active, même quand elle est fermée, parce qu'elle est un élément fondamental de notre réseau de proximité avec le client final. Et puis la dernière contrainte, c'est effectivement, quand vous travaillez que en client-fournisseur avec l'ensemble de vos partenaires, vous ne pouvez pas autant compter sur eux que quand vous travaillez dans une vraie relation de partenariat, où quand ça va bien, vous appuyez pas plus, et résultat, quand ça va mal, vous pouvez compter sur eux. Et nous, on a pu compter sur des transporteurs qui ont fait un travail incroyable, des livreurs qui ont continué à assurer un service fantastique auprès de nos clients dans une période qui n'était pas forcément facile pour eux. Mais résultat, ça a tenu. Donc ce triptyque consommateur compréhensif, entreprise humble et entrepreneuriale dans sa façon de répondre, et partenaire compréhensif et hyper actif, fait que finalement, quelles que soient les contraintes, on arrivera toujours à s'en sortir en fait. Quels sont du coup les points de vigilance que vous avez observés liés à votre métier et qui pourraient être intéressants selon vous à partager avec les dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui? Pendant les périodes où ça va bien, il ne faut surtout pas retarder les investissements qui sont nécessaires pour les moments où ça va mal. On vous parlait de systèmes d'OMS, on peut parler de WMS, de TMS, toute cette structure autour de tout ce qui est système de gestion du transport, système de gestion des entrepôts, système de gestion de la commande, cette espèce de brique globale, donc Order Management System, Transport Management System et Warehouse Management System, sont des briques fondamentales qui prennent du temps à définir, à décrire, à mettre en place. Ces systèmes-là, ils sont nécessaires et vous en avez encore plus besoin dans les périodes à forte volatilité. Le deuxième élément, c'est, et qui est un élément vraiment de supply, c'est le réapprovisionnement des positions de stock. Ce réapprovisionnement, il est forcément conditionné par le potentiel de vente offline, mais aussi le potentiel de vente online. Et aujourd'hui, si dans
la commande d'un magasin, vous ne prenez pas en compte le potentiel de vente online de la zone d'achalandise de ce magasin, vous avez raté votre mission en fait. Et ça pose de gros problèmes de cannibalisation, ça pose tous les problèmes qu'on peut voir derrière. Mais si c'est pris en compte, tout d'un coup, le magasin online redevient plus un élément offline. Et puis le troisième élément, il porte sur les personnes. C'est-à-dire, il ne faut pas, dans des périodes de crise, essayer de construire les choses comme si tout allait bien en fait. La réalité, c'est que non, tout ne va pas bien. Et il ne faut pas penser que tout d'un coup, on va pouvoir faire du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour rattraper un volume de commandes qui s'est augmenté. Il faut accepter que, quelquefois, il va falloir du temps avant de retrouver une activité normale. Mais encore une fois, c'est que par la communication qu'on est capable de le faire accepter par nos clients, qui comprennent tout à fait que de nouvelles normes de santé mettent du temps avant de se mettre en place. Et que un cas de Covid dans un entrepôt, un cas de Covid quelque part, nécessite de fermer l'entrepôt juste pour le remettre aux normes de sanité qui permettent de refaire venir des gens sur le plateau sans aucun risque. Parce que s'il y a bien un élément sur lequel on ne peut pas prendre risque, c'est sur la santé des gens qui travaillent. Oui, bien sûr. Assia, vous êtes au contact quotidien des TPE, PME, grands groupes. Oui. On vient de parler beaucoup d'e-commerce notamment. Quelles sont les best practices que vous avez observées en étant à leur côté et que vous pourriez justement partager à l'audience qui nous écoute pour créer les solutions e-commerce idéales? Je crois que beaucoup de choses ont été dites, en l'occurrence par Jérôme, sur la question des best practices. C'est vrai qu'en tant que transporteur, les clients en général, les clients du luxe en particulier, il est vrai qu'ils attendent plus du transporteur que la simple prestation j'enlève, je livre. Donc ils sont vraiment dans une attente trusted advisor, donc vraiment dans notre rôle de conseil, le rôle de conseil qu'on peut avoir auprès d'eux. Pour moi, j'ai observé, on a deux catégories de clients sur la période finalement. On a des clients qui ont été en capacité, encore une fois, de continuer à travailler, et puis les autres qui ne l'ont pas été parce qu'ils étaient orientés offline et ils n'étaient pas nécessairement présents en ligne, et ils sont plus dans une optique de l'être et assez vite. Donc pour ceux qui étaient déjà présents en ligne, finalement l'attente, pour reprendre l'attente et ensuite les best practices, c'était de s'assurer que le transporteur continue de travailler de sorte à ce qu'ils soient en mesure eux-mêmes de poursuivre leur activité. Et on parlait de transparence et c'est véritablement le point principal, on va dire, et central, parce que la transparence, c'est gage de confiance. Et en l'occurrence, ce qui était nécessaire et l'élément clé finalement dans la période, c'était pour les web marchands, que ce soit des marketplaces, des marques de luxe qui finalement vendent en ligne, c'était de donner de la visibilité au client final. Donc pour la dimension transport, c'était de les informer de la situation Covid. Donc sur un site web, c'est assez classique, en page d'accueil, on met éventuellement une information Covid. On y indique pour la partie transport que par définition, on est susceptible d'avoir des allongements de délai de livraison. Et on tient régulièrement à jour cette page de sorte à ce que effectivement, le client final soit au fait de l'évolution de la situation. Donc c'est vraiment la question de la transparence qui était au cœur des sujets et des discussions et comment nous, transporteurs, on pouvait les accompagner dans ce domaine-là. Sur les clients qui n'étaient pas présents en ligne et qui souhaitaient l'être, en fait, on avait déjà engagé, alors nous DHL, mais comme les transporteurs de manière générale, et notamment les intégrateurs, parce qu'on va parler ici plus peut-être de l'international, les sociétés qui veulent travailler sur le national, mais aussi s'étendre à l'export. Il s'agissait principalement d'être sur les points essentiels, les points pratiques quand on lance son site web, quelles sont les informations essentielles, qu'est-ce que je dois avoir sur mon site web pour que ça fonctionne et que mon client revienne et qu'il commande, etc. Donc ça va du basique, de l'information, si je vends à l'international, est-ce que mon site web est traduit en plusieurs langues, est-ce que j'ai différentes options de paiement possibles, est-ce que mes frais de livraison sont adaptés, notamment si j'ai différentes options de livraison, à savoir du standard, de l'express, est-ce que j'ai des frais de livraison adaptés. Donc voilà, il y a un certain nombre de points pratiques
qu'on partage et sur lesquels on échange avec les plus petites structures, parce que les grands groupes, si on prend L'Oréal, voilà, vous avez connaissance des points essentiels à mettre en place lorsque on vend en ligne. Donc l'idée, c'était véritablement de pouvoir effectivement collecter de l'information des clients, de la façon dont ils appréhendaient la situation et en fonction du fait s'ils étaient déjà en ligne ou pas, comment ils géraient la situation. Et toujours, dans un esprit de confidentialité ou dans un contexte de confidentialité, de malgré tout donner quelques conseils, quelques astuces entre guillemets aux clients pour qu'ils puissent sortir de cette situation dans les meilleures conditions. Donc oui, il y a encore une fois une liste de 10 points qui a été partagée avec nos clients et qui relève plus de, voilà, je vends en ligne, quels sont les incontournables en fait, pour que je puisse être visible, rassurée peut-être, et rassurée bien évidemment du mieux possible. D'accord. Cette thématique du Salon du Luxe cette année porte sur le sujet de la résilience. On s'est adapté évidemment à l'actualité. Quels sont pour vous les enjeux stratégiques, Jérôme, liés justement à cette entrée en résilience? C'est des questions complexes à chaque fois. Non. Je crois qu'il faut déjà définir ce qu'on entend par résilience. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire une résilience? Moi, auparavant, j'étais dans le domaine de la medtech, la technologie médicale, et je travaillais sur les patients ayant des problèmes cardiaques importants. Le monde a vécu un infarctus. 4 milliards d'individus confinés, et un infarctus, on s'en remet que par la résilience. On n'en meurt pas systématiquement. Il y a une phase de réadaptation qui n'est pas simple et qui nécessite ensuite de repenser un peu ces modes de fonctionnement. Alors, quand on est un individu qui a subi un infarctus, il faut arrêter de fumer, il faut peut-être manger différemment, refaire du sport, etc. Et là, c'est un peu ça. La résilience, ça veut dire comment on rebondit, comment on redémarre, comment on accélère après la crise, mais en considérant que l'objectif n'est pas forcément de retourner à la normale, même si j'aime pas trop cette thématique, c'est de dire ok, qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce qu'on a vécu, quels sont les éléments qu'on a bien fait, quels sont les éléments qu'on a un peu moins bien fait, pour essayer d'améliorer ce qu'on n'a pas forcément très bien fait ou ce qui nécessite d'être fortement amélioré, et en revanche d'accélérer, de s'appuyer fortement sur les choses qu'on fait bien, parce qu'on sait qu'il y a toutes les chances qu'elles continuent à être pérennes dans cet avenir. La crise, elle n'a pas forcément duré très longtemps, elle a duré 2 mois, mais on a l'impression qu'en 2 mois, il s'est passé des dizaines d'années. Et il y a plus de choses qui ont changé dans ces 2 mois qu'il avait pu changer dans les 5 ou 10 années précédentes. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est le e-commerce est incontournable, parce que le e-commerce, c'est le commerce, en fait. Et cette notion de offline-online, elle est maintenant stratégique, englobée, et elle nécessite d'avoir un écosystème de partenaires autour de nous, autour de notre entreprise, le plus fort possible, le plus agile possible, agile en capacité et agile en offre de service, en fait. Parce qu'à la fin, vous parliez d'expérience consommateur. Dans le luxe, elle est cruciale. Et maintenant, elle doit juste s'adapter à des nouveaux comportements. En prenant l'apprentissage de ce qu'on a vécu maintenant, il faut juste se dire que l'individualisation de la relation, l'individualisation et la personnalisation de l'expérience consommateur, elle est cruciale et elle ne se constitue que par des croyances fortes dans ce qu'on veut faire, que par des ADN très forts de marque qui doivent raconter leur histoire aux clients fonction de ce qu'il attend lui comme expérience, et par un dialogue, et vraiment un dialogue individuel et personnel avec des consommateurs qui attendent encore plus de personnalisation, sans forcément supporter un coût majeur par rapport à cette personnalisation apportée. Donc tout ce qu'on peut faire autour de la data la plus anonymisée possible, tout ce qu'on peut faire autour des offres de services, en partenariat avec les transporteurs et en partenariat avec tous ceux qui couvrent cette chaîne, même Asia le mentionnait très justement, cette buy box dans laquelle on met
les solutions de paiement, les solutions de livraison, la stratégie de retour, notre politique de retour. Politique de retour, pendant la période de Covid, on a dû évidemment la transformer complètement, parce que les gens ne pouvaient pas retourner leurs produits. C'est aussi ça paraît très simple. Et puis ce contact, ou cette absence de contact ne veut pas dire plus d'interaction, en fait. Au contraire. L'absence de contact nécessite encore plus d'interaction avec le client, mais de la façon dont il le souhaite, en fait. Donc s'adapter encore plus. S'adapter. Et vous parliez de la medtech, je pense que dans tous les cas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc en effet, on va peut-être pas revenir à la vie d'avant, mais c'est pas grave, on va évoluer en partant de ces nouveaux apprentissages-là. Bien sûr. Pour conclure, j'ai envie de vous poser une question sur la distribution luxe. Parce qu'en effet, les choses évoluent. On a parlé de beaucoup d'éléments lors de notre échange. J'ai la sensation qu'on a parlé un peu des fondamentaux, un peu des fondations nécessaires pour qu'une maison tienne bien. Une maison, on a envie de rentrer dedans, il faut qu'elle soit désirable, et le luxe, c'est aussi l'émotion, donc cette création d'émotions-là. La distribution fait partie justement de toute cette expérience. C'est quoi, selon vous, et je vous pose cette question à tous les deux, la distribution du luxe demain? Alors, je dirais, si je peux commencer, mais en l'occurrence, de mon point de vue, je vois non pas deux types de distribution, parce que ça peut être concomitant finalement, mais je parlerais peut-être d'une distribution plus pragmatique. Et je vais m'expliquer par là. Ce que j'entends par là, c'est il y a une vraie réflexion, je pense, ou peut-être qu'il faudrait l'avoir, sur la question de l'expérience client. Je dirais pas qu'on va entrer dans une redéfinition de l'expérience client, c'est déjà très abouti aujourd'hui, mais je pense que on doit donner du choix, ou le choix, et des choix, je dirais plutôt d'ailleurs, donner des choix aux consommateurs. Et je parle ici notamment, encore une fois, de la livraison, je me place du côté du transporteur, on va dire, mais on doit lui laisser le choix. Et j'ai le sentiment que parfois, notamment dans le domaine du luxe, on est vraiment dans l'anticipation du besoin. De façon exacerbée, et c'est nécessaire, c'est bien, mais jusqu'où doit-on aller ? Laisser le choix, c'est aussi le côté pratique que ça peut avoir pour le consommateur. Et donc, ça peut définitivement le satisfaire et donc contribuer à une bonne expérience client. Donc j'observe ça parce qu'on observe aussi deux phénomènes. Je parlais des marketplaces du luxe et les marques qui vendent en direct. Et on observe qu'il y a des attitudes, des approches qui peuvent être différentes. Les marques du luxe vont être plus frileuses sur le fait d'ouvrir des options de livraison qui peuvent aboutir sur plus de complexité. Je pense qu'il y a la question de la fraude, un certain nombre de choses qui font qu'on ne va pas ouvrir toutes les options. Mais à un moment donné, je dirais, et je parle peut-être au nom des transporteurs dans une certaine mesure, je pense que c'est important de laisser le choix au client final. Donc c'est dans cet esprit de distribution pragmatique. Ensuite, et j'enfonce une porte ouverte, il y a la distribution éco-responsable. Je pense que bon voilà, c'était déjà là, ça va s'accélérer. Beaucoup se posaient la question dans la période dans laquelle on est, ça va s'accélérer. On a déjà, pour ce qui nous concerne, des discussions qui sont relancées sur le sujet sustainability. Et c'est pas uniquement sur la dimension environnementale, c'est vraiment la dimension RSE donc, qui va intégrer aussi la dimension sociale, les conditions citoyennes, et citoyennes, tout à fait. Donc c'est un peu la lecture que j'ai concernant la distribution du luxe et son évolution. Ok, merci Assia. Jérôme, est-ce que vous voyez des éléments à compléter ? Ce qu'a dit Assia sur cette notion de choix pour le consommateur et de durabilité de la chaîne de distribution, je crois que ça doit être l'ADN maintenant de nos stratégies de distribution. Et pour nous, ça l'était depuis déjà longtemps, avec des engagements forts. Ce qui est sûr, c'est que cette période n'a fait que nous conforter dans cette idée et nous force, on parlait d'hyperaccélération, à hyperaccélérer sur ces sujets. Après, je pense que il faut fortement considérer que cette distribution, cette chaîne de distribution, elle doit être fortement corrélée aux briques du parcours consommateur.
C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont changer pour un certain temps, qui vont être très compliqués. C'est la partie découverte. Quand vous êtes dans le luxe, il y a une émotion à toucher le produit, il y a une émotion à aller dans le magasin avec un côté charnel, avec le fait d'être en contact avec le produit. Ça, c'est devenu très compliqué. Vous rentrez dans un magasin aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité de toucher. Et dans les 5 sens, si on supprime un sens dans l'expérience du luxe, ça devient très compliqué. Pour nous, on avait pris l'habitude d'avoir des présentoirs énormes où les clients pouvaient essayer les produits. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Et donc cette partie découverte, elle doit être complètement réinventée, peut-être durablement. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Mais en tout cas, il faut absolument que ça se soit mis à l'aune de cette nouvelle expérience. Et puis ensuite, sur les autres éléments de la distribution, effectivement, il y a énormément d'apprentissage. Qui dit online dit augmentation de la fraude. Assia l'a très bien évoqué. Ça veut dire juste être capable de détecter des comportements frauduleux. Et puis des comportements qui sont pas en valeur avec les valeurs portées par la marque. Et puis derrière, effectivement, c'est cette notion de distribution la plus responsable, la plus adaptable. Et finalement, passer d'une distribution très push à une distribution très pull, qui consiste d'abord par demander au client qu'est-ce qu'il veut, quoi. Parce que peut-être qu'on se trompe. Et peut-être qu'aujourd'hui, il veut quelque chose de différent. Peut-être pas. En tout cas, il faut qu'on soit prêt à lui fournir ce qu'il veut, au prix où il le souhaite. Et ce prix, il englobe toutes ces notions de responsabilité au-delà du coût. Parce que le coût, finalement, est un événement marginal par rapport à la responsabilité qu'il implique. Merci Jérôme, merci Assia. Merci Laura.